projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. La gouvernance, c'est son combat. Dele Farotimi a étudié le droit à l'université de Lagos. Il est devenu avocat avec l'idée d'imposer la transparence et la responsabilité pénale de tout un chacun. Il milite au sein de l'organisation nigériane de ralliement des citoyens contre l'oppression, Ramimba. C'est notre invité du jour. Nous sommes dans une situation où, depuis trop longtemps, des individus en sont venus à croire qu'ils sont en mesure de déterminer qui a commis le délit de blasphème, un délit qui ne devrait pas, en premier lieu, être appliqué à un non-musulman. Un travail pénible et des femmes déterminées capent sur le site de concassage de granit de Parakou au Bénin qui attire plus de 600 personnes chaque jour. Si tu as besoin d'un job, tu parles avec ceux qui sont là, ils vont te montrer quelque part où tu vas t'installer. Tu t'installes, tu fais ton job. Non au viol au Nigeria, une association décide de lutter contre le fléau en aidant les victimes avec un soutien psychologique et juridique à Abuja et Lagos. Un groupe de jeunes, moi-même inclus, nous avons décidé de créer quelque chose de différent, qui peut fonctionner pour nous, les jeunes, qui peuvent être là pour les survivants de violences sexuelles et sexistes. Au Bénin, le site de concassage de pierres de granit de Parakou est le lieu de travail quotidien de plus de 600 personnes, en majorité des femmes. Une activité particulièrement pénible, suivie de près par des organisations non gouvernementales inquiètes des conditions de travail sur place. Pourtant, aux yeux de ces femmes qui exercent plusieurs activités, le concassage demeure un moyen d'assurer la subsistance de leur famille. Elles se sont confiées à notre correspondant au Bénin, Didier Sogba. Regardez. À Parakou, deuxième métropole du pays, au nord du Bénin, plus de 600 femmes travaillent quotidiennement au concassage manuel de pierres de granit. Le site, communément appelé Carrière dans la région, est situé à moins de 2 mètres de la voie inter-État Bénin-Niger, empruntée chaque jour par de nombreux camions. Des camions justement, dont certains desservent les entreprises du BTP qui s'approvisionnent à la carrière. Ce travail manuel qui se fait dans la poussière, les bruits de bateaux et sous un soleil de plomb comporte beaucoup de risques. Mais c'est le mieux payé selon les femmes que nous avons rencontrées sur place. À la carrière ici, il y a plus de femmes que d'hommes, puisque les femmes ont trop besoin d'aide. Les enfants doivent manger. L'argent que je gagne, je suis en train de faire tontine avec, de réaliser quelque chose avec, d'autres activités à faire. Mais pour vite apporter l'argent, je vois que la carrière là, ça peut vite aider à gagner vite l'argent. C'est pour ça que j'ai choisi la carrière. Bon, j'ai débuté, ça fait au moins 3 mois. Aujourd'hui, j'ai déjà rempli 2 tonneaux. Je viens 6 fois par semaine à la carrière. L'activité en elle-même consiste à chauffer les effleurements de granit avec des feux de bois pour les faire éclater. Ensuite, les éclats sont concassés à la main avec des marteaux. Si tu as besoin d'un job, tu parles avec ceux qui sont là, ils vont te montrer quelque part où tu vas t'installer. Tu t'installes, tu fais ton job. C'est tout. Si tu es rapide, tu peux faire au moins 2 tonneaux comme ça par jour. Tu es payé à 1400 francs par tonneau. Nous venons ici à 6 h et nous rentrons à 19 h. Tel que moi, je suis en train de prendre le goût de la chose. Je ne sais pas si je vais arrêter carrément. Je peux choisir 2 fois par semaine, toute la semaine. Mais sauf si tu es fatigué, les dimanches, tu peux te reposer. Ça a beaucoup de risques. Parce que quand on casse ça, ça peut typer, nous blesser quelque part la main ou bien au pied, le visage. En tout cas, partout quand même, on reçoit des blessures comme ça de temps en temps. Est-ce que ces risques méritent ce qu'on gagne? On peut dire oui, hein, parce qu'il n'y a pas mieux. Venir à la carrière peut être un tremplin pour les jeunes filles en quête d'un moyen pour se lancer dans une formation sans moyens et sans soutien. C'est le passage obligé pour plusieurs femmes à la recherche de moyens de poursuivre une formation.
Je suis venue à la carrière de Parakou pour avoir de l'argent pour payer mes frais de formation de couture. Et en cassant, caillou a eu ma main quoi. Ça a commencé par couler sang. À la carrière de Parakou, à part le concassage de pierres, il y a les ramasseuses de pierres. Elles s'occupent de regrouper les pierres concassées à des endroits précis pour faciliter la tâche aux camions qui ne peuvent pas monter sur la colline. Elles gagnent le plus bas salaire de la carrière. Si je viens ici, c'est juste pour faire le chargement. Je suis à 900 par jour et c'est 9 tonneaux. L'unité est à 100 francs. Et on me paye le même jour. Bon, si je charge. Arriver à la maison, pour dormir parfois c'est difficile parce que je sens des malaises au niveau de mes articulations. Je fais ça parce qu'il n'y a pas mieux à faire. Je ne veux pas me prostituer. Après le plus grand marché de Parakou, ce lieu de concassage de pierres de granit est le deuxième pourvoyeur d'emploi des femmes de la ville. Conscientes des risques qu'elles courent, la plupart des travailleuses de la carrière cotisent dans les tontines pour se lancer dans une autre activité. Mais la situation sur place demeure extrêmement préoccupante pour les ONG. Elle pointe l'absence d'eau potable en quantité suffisante ainsi que la présence sur place d'enfants travailleurs. Elle s'appelait Deborah Samuel. Il y a presque 2 mois, cette jeune étudiante nigériane chrétienne était lapidée par des camarades de classe musulmans à la suite d'un incident sur un groupe d'études WhatsApp. Cet assassinat, qui a choqué le Nigeria comme le reste du monde, est loin d'être un cas isolé. Pour évoquer une spirale de violence en expansion au Nigeria, notre correspondant à Lagos, Sharafa Abagoun, a rencontré l'avocat et activiste nigérian Dele Farotimi. Ce dernier lui a confié sa conviction que la faillite de la gouvernance est la première responsable de la situation. Regardez. Dele Farotimi, bonjour et bienvenue sur Initiative Africa. Il a été question de tensions religieuses, d'insécurité et d'un sentiment d'impunité. Quels ont été, selon vous, les principaux éléments déclencheurs du meurtre de Deborah Samuel? Eh bien, c'est une question de culture. Nous sommes dans une situation où, depuis trop longtemps, des individus en sont venus à croire qu'ils sont en mesure de déterminer qui a commis le délit de blasphème, un délit qui ne devrait pas, en premier lieu, être appliqué à un non-musulman. Ils savent également qu'ils en sortiront avec ce qu'ils ont fait et que rien ne leur sera fait en conséquence de leurs actes. Vous constaterez donc qu'une fois que vous avez donné de la tolérance à la folie, elle se multiplie et devient normale. Le problème n'a donc rien d'unique, si ce n'est que l'impunité a été autorisée à prendre le pas sur la violence. Il n'y a pas de conséquences pour les actions et les inactions. Et les gens font ce qu'ils veulent en sachant que rien ne se passera en conséquence de ce qu'ils ont fait. Pendant trop longtemps, la religion a été instrumentalisée dans le nord du Nigeria et autorisée à agir à sa guise. Ainsi, les gens tuent au nom de Dieu. Ils font des choses au nom de l'islam qui ne sont pas nécessairement islamiques, mais qui sont autorisées parce que cela convient à l'intérêt politique des dirigeants politiques du nord du Nigeria de fermer les yeux comme vous avez pu le constater. Quelles sont les raisons de cette montée de la violence au Nigeria? Tout d'abord, tout ce qu'une société tolère devient sa culture. Le Nigeria a une longue histoire de violence qui remonte à plus d'une décennie. L'insurrection de Boko Haram, par exemple, remonte à bien plus d'une décennie. Mais l'intensification et l'augmentation de la violence, en particulier dans le nord du pays et dans le sud-est, sont essentiellement dues au fait que le régime Buhari a été permissif et a généralement laissé l'impunité régner. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait une montée de la violence au Nigeria. En effet, les auteurs de ces violences savent pertinemment qu'ils ne subiront aucune conséquence de leurs actes.
Si vous vous souvenez bien, immédiatement après le meurtre, ceux qui ont été arrêtés n'ont pas été accusés de meurtre. Ils ont été inculpés pour atteinte à la paix publique. Et aussi insipides que soient ces accusations, il y a eu des manifestations publiques dans la métropole de Sokoto. Le gouverneur a dû imposer un couvre-feu. Cela vous montre que la société dans laquelle elle a été tuée n'est pas choquée ou surprise par de tels meurtres commis au nom de Dieu, mais certainement pas divin, car il n'y a pas eu de blasphème. Mais le népotisme a permis l'impunité, et l'impunité a permis la violence. Quel est le rôle des groupes d'autodéfense, dont certains sont très importants et armés? Font-ils partie du problème? Les groupes d'autodéfense, je préfère les considérer comme des indicateurs plutôt que comme une partie du problème. Ils sont des indicateurs de la présence d'un profond malaise. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'implosion de l'État, l'échec de l'État et son incapacité à protéger la vie et les biens des citoyens. Cela conduit à l'émergence de groupes d'autodéfense qui prennent la place qui aurait dû être occupée par les forces de l'ordre, devenus complices dans la plupart des cas. On constate donc une rupture de confiance entre les communautés et les forces de police, car ces dernières ne sont pas basées sur la communauté. Et les groupes d'autodéfense sont largement basés sur la communauté. Certains d'entre eux sont réglementés par le gouvernement et d'autres existent en dehors du cadre gouvernemental. Les groupes d'autodéfense ne sont donc pas les problèmes en soi, mais ils sont des marqueurs de l'échec de l'État. Car si l'État fonctionnait comme il le devrait, et s'il était dans l'espace, celui qui a le monopole de la force, alors nous n'aurions pas besoin de groupes d'autodéfense. Mais les groupes d'autodéfense sont là parce que l'État a échoué. Quelles solutions considérez-vous comme les meilleures pour briser le cycle de la violence? La principale raison pour laquelle le Nigeria se trouve dans le chaos dans lequel il se trouve est que l'État est défaillant. La loi et l'ordre ont échoué. L'ordre public a échoué parce que la loi ne règne pas au Nigeria. En l'absence de l'état de droit, c'est l'impunité qui règne au Nigeria. Donc, si nous voulons vraiment résoudre nos problèmes, la vérité est qu'il faudrait un effort concerté de l'État et des Nigérians bien intentionnés, qui pourraient alors devenir des citoyens. Insistant sur les institutions et l'état de droit. Si la loi devait régner au Nigeria et si l'équité et la justice étaient également disponibles pour tous les Nigérians, cela cesserait. Ce que vous voyez donc, ce sont essentiellement les fruits de l'anarchie. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Au Nigeria, les viols continuent de ravager la vie de milliers de femmes. Pas moins de 11 200 cas ont été signalés l'an dernier et plusieurs fillettes y ont laissé leur vie. Cette tragédie quotidienne a été examinée dans un récent rapport d'Amnesty International qui évoque des victimes privées de justice et des violeurs qui échappent aux poursuites. Des centaines de cas ne sont même pas signalés en raison de la stigmatisation et du rejet de la faute sur les victimes. Une association nigériane s'est constituée pour briser ce cercle vicieux. Debout contre le viol, c'est son nom, aide les victimes à se relever et à se défendre. Notre correspondant à Abuja, Ugo Uyana, est allé à la rencontre de cette initiative. Regardez. J'étais à l'école un jour et je me dirigeais vers le supermarché, juste à côté de mon foyer. Et j'ai été attrapée par un groupe d'hommes. Et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. J'ai été agressée sexuellement et tout ce que je pouvais faire était de crier et d'appeler à l'aide. Et heureusement pour moi, certains membres de la communauté sont venus à mon secours, mais l'acte avait déjà été fait. Christy a survécu à une agression sexuelle en 2021. Un ami lui a parlé de Stand to End Rape Initiative ou Stop au viol. C'est un groupe local de défense des droits des personnes basé au Nigeria avec des bureaux à Lagos et Abuja. Une initiative créée en 2014 pour soutenir les victimes de viol.
Cela découlait d'un manque de soutien holistique visible pour les survivants. Donc, un groupe de jeunes, moi-même inclus, nous avons décidé de créer quelque chose de différent, qui peut fonctionner pour nous, les jeunes, qui peuvent être là pour les survivants de violences sexuelles et sexistes. Des mariages forcés et précoces aux agressions physiques, mentales ou sexuelles, près de 3 femmes nigérianes sur 10 ont subi des violences physiques avant l'âge de 15 ans d'après les statistiques des Nations Unies. Mais les victimes sont souvent confrontées à des défis dans le financement des procédures judiciaires contre les coupables. Souvent, les membres de la famille et les victimes elles-mêmes retirent les plaintes après s'être signalées aux organismes chargés de l'application des lois. La raison principale est l'exigence de preuves cliniques de la violence sexuelle et sexiste avant les poursuites. Le fait finalement que la charge de la preuve incombe à la victime. Ce système de poursuite accusatoire au Nigeria, qui exige des preuves concrètes, pose un défi dans la poursuite des cas. C'est pourquoi Stand to End Rape Initiative mène le plaidoyer pour protéger les droits des personnes vulnérables qui ont été exploitées injustement. L'association a jusqu'à présent soutenu plus de 720 victimes. Nous travaillons avec la NAPTIP, qui est l'Agence nationale pour l'interdiction de la traite des personnes. C'est l'organisation mandatée par la loi VAP, la loi sur l'interdiction des violations contre les personnes, pour traiter les questions de violences sexuelles au niveau national. Ainsi, avec le soutien de l'Union européenne, du Conseil britannique et d'autres organisations comme la nôtre, nous avons pu établir le premier registre national des délinquants sexuels au Nigeria. Et nous avons aidé à mettre à jour ce registre afin d'avoir un hub holistique où vous pouvez obtenir des données sur des problèmes de violences sexuelles et sexistes au Nigeria. Nous travaillons également avec la police nigériane car c'est indispensable. Le ministère de la Justice, des Affaires féminines et de la lutte contre la pauvreté ou des Affaires féminines et du développement social selon le niveau, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau de l'État. Nous travaillons également avec le ministre de la Santé parce que nous ferions beaucoup de travail autour de la formation des prestataires de soins de santé primaires pour fournir un soutien médical d'urgence aux survivants à la base. Parce que nous avons réalisé qu'en raison de la proximité, certains survivants sont incapables de se rendre à l'hôpital le plus proche ou dans un centre de référence pour les agressions sexuelles. Certaines des victimes ont refusé de parler devant la caméra pour des raisons personnelles et Christy est la seule à avoir accepté de raconter son agression, mais de manière anonyme. Elle essaie maintenant de se remettre de l'agression grâce à un avocat et à des séances de thérapie fournies par l'initiative Stand to End Rape. Actuellement, l'agresseur a été appréhendé et l'affaire est devant les tribunaux. Stand to End Rape m'a vraiment aidé avec toutes les séances de thérapie dont ils m'ont fait bénéficier. J'ai également pu bénéficier d'un soutien juridique, d'un conseiller juridique. Les avocats me suivaient toujours, s'assurant que j'allais bien. Le thérapeute me suivait également régulièrement pour s'assurer que je tenais le coup. Les femmes nigérianes sont de plus en plus intransigeantes à l'égard de la violence sexiste et de ce qu'elles perçoivent comme un manque d'action publique. En 2020, un tollé général suite au viol et au meurtre d'une étudiante a conduit à une pétition en ligne et au hashtag I'm tired too, ou je suis aussi fatiguée en français, qui s'est propagé dans tout le pays. L'inaction de la police et la lenteur de la procédure judiciaire sont souvent pointées du doigt par les victimes de viol. Dans ce contexte, les activités de Stand to End Rape Initiative vont dans la bonne direction pour apporter des solutions durables à ces femmes nigérianes menacées par la violence. Nous retrouvons Dele Farotimi, il raconte son parcours d'avocat, de défenseur des droits civils, mais aussi son combat pour permettre aux Nigérians de s'approprier leur rôle de citoyen. Écoutons-le. Dele Farotimi, vous avez été avocat pendant de nombreuses années. Qu'avez-vous appris à ce titre et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir un militant? Tout d'abord, je ne suis pas un activiste. Je préfère me voir comme un révolutionnaire. Je l'expliquerai plus tard. La première chose que nous devons comprendre est que je lis la loi en sachant que la loi ne règne pas au Nigeria. J'ai lu la loi sans œillères. Je savais dans quoi je m'engageais. J'ai toujours été consciente du fait que l'impunité gouverne le Nigeria et non la loi.
Mais il était nécessaire de m'équiper d'une connaissance de la loi afin que ceux qui choisissent d'agir au nom de la loi alors qu'ils imposent l'impunité aux citoyens ne puissent pas agir par rapport à moi, parce que je serai suffisamment équipé d'une connaissance des lois pour les défier sur la base de la légalité et non de leurs actions. Maintenant, si je dis que je ne suis pas un activiste, c'est parce que je sais que dans mon pays, le Nigeria, aucun activisme ne changera le statu quo. Pour changer le Nigeria, il faut changer le système de gouvernance. Il est intéressant de noter que le mot « révolution » vient du mot latin « revolvere », qui signifie « tourner autour ». Si l'on propose de sortir le Nigeria de sa trajectoire actuelle, on ne peut pas changer le Nigeria. On peut seulement tourner autour. Vous pouvez changer les sociétés qui sont ancrées dans la loi, qui sont régies par la loi. Ma société n'est pas régie par la loi. Je le savais avant d'avoir 10 ans. Je le savais quand je lisais le droit. Je le savais quand je pratiquais le droit. Je sais donc que le Nigeria n'est pas un pays régi par la loi. Par conséquent, toute personne qui essaie de travailler en tant qu'activiste pour changer le système, qui n'est pas conçu pour être changé, et qui n'est pas ancré dans le droit, perd son temps. Je ne porte pas d'œillère. Je comprends que si le Nigeria ne change pas de trajectoire, il périra. Je ne suis pas un activiste. Je me considère comme un révolutionnaire. Vous soutenez Ramimba, la plateforme des droits civiques. Quelles actions concrètes sont menées par les militants nigérians pour sensibiliser la population aux droits démocratiques? Eh bien, vous devez d'abord comprendre que nos problèmes sont si profondément enracinés que beaucoup de gens en sont venus à croire que c'est normal. Nous nous sommes acculturés à la folie au point de la prendre en charge et jusqu'à l'extrême limite de l'individu. Personne ne s'en soucie vraiment. Donc ce que nous faisons au niveau de Ramimba, c'est deux choses. Ce que nous faisons, c'est de l'éducation. Nous cherchons à informer les gens, à remettre en question leur façon de penser, puis à les éduquer sur les problèmes. Nous nous rendons compte que le Nigérian n'est pas un citoyen et qu'il est en train d'être décitoyennisé, si tant est que ce mot existe. Toutes les choses qui font d'une personne un citoyen protégé par l'État ont été essentiellement retirées au Nigérian. Nous essayons donc d'aider le Nigérian à comprendre qu'il est avant tout un citoyen qui a des responsabilités et qui est également responsable de ses actions et de ses inactions devant l'État. La deuxième chose que nous faisons, c'est que nous cherchons à intervenir. Ainsi, lorsqu'il y a des problèmes, qu'une personne est arrêtée à tort ou, comme dans le cas de la manifestation EndSARS, où des personnes ont été assassinées, massacrées à la barrière de péage de Lekki, Ramimba propose de rester avec les victimes. Nous leur fournissons des services juridiques. Nous nous sommes battus pour eux, nous avons veillé à ce que la justice soit appliquée. Et c'est en partie grâce aux efforts de Ramimba que la commission de Lagos a conclu à juste titre qu'il y avait eu un massacre au Tollgate, barrière de péage de Lekki, malgré tous les efforts de l'État et du gouvernement fédéral pour dissimuler le meurtre qui a eu lieu à cet endroit. C'est donc ce que je veux dire par éduquer et intervenir. C'est ce que nous faisons. Quelle est votre analyse de l'impact que les conséquences économiques de la guerre en Ukraine auront sur le Nigeria? Malheureusement pour mon pays, nous vivons au bord de l'océan, mais nous nous lavons les mains avec du pétrole. Il fut un temps où nous étions le 6e plus grand producteur de pétrole brut au monde. Mais nous importons tous nos besoins en carburant. Diesel, essence, kérosène, y compris le carburant d'aviation. La guerre en Ukraine a entraîné une hausse du prix du diesel, de l'essence et de tous les produits raffinés, car le prix du pétrole brut a augmenté dans les mêmes proportions. Mais quel a été l'impact sur le Nigeria? Étant donné que nous n'avons pas de capacité de raffinage à ce jour, nous devons importer chacun de nos carburants à grands frais.
Nous exportons du pétrole brut sans ajouter de valeur, et notre récession est donc garantie en fonction de la myopie qui gouverne notre pays. Et ce, avant même d'aborder la question du blé. Nous sommes un importateur net de blé. Il y a quelques années au moins, des efforts ont été déployés pour remplacer les importations et toutes sortes de céréales ont été plantées au Nigeria. Mais avec l'insécurité, je pense qu'il y a quelques jours à peine, 45 agriculteurs sont morts, abattus dans le Borno. On assiste donc à un abandon des communautés agricoles, ce qui signifie que nous sommes devenus plus dépendants des importations de denrées alimentaires à une époque où nous gagnons moins de dollars et où nous dépensons bien plus que ce que nous gagnons. Il y aura donc pour moi un effet dévastateur sur notre économie à mesure que nous avançons. Et nous en voyons déjà la preuve avec l'effondrement de notre monnaie. Mais le pire, auquel nous ne prêtons peut-être pas assez attention maintenant, mais auquel nous devons prêter sérieusement attention, c'est la présence russe au Mali qui aura un effet sur la situation sécuritaire du Nigeria à terme. Pour nous, il n'y a rien de bon dans l'invasion russe de l'Ukraine, car cela signifie simplement que les intérêts français et russes vont se heurter au Mali. Et le Mali a toujours été la racine et la source des problèmes de sécurité du Nigeria dans le Sahel. Nous allons donc à nouveau nous retrouver au carrefour des intérêts occidentaux et russes. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Dele Farotimi ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com et bien sûr également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.